Maman d'ici d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance Holistique, créé par deux doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Vous pouvez vous inscrire à ce programme sur mamelle.fr ou sur naissanceholistique.fr. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio, avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Camille que je reçois dans mon espace. Camille est maman d'une petite fille. Elle était sage-femme avant d'être sophrologue. Elle revient sur son parcours de sage-femme, sur les raisons aussi qui l'ont amenée à changer de métier. Camille vous livrera comment elle s'est sentie infantilisée, pas écoutée, entendue, lors de son accouchement, ce qui l'a amenée à œuvrer aujourd'hui, au quotidien, pour que les femmes, les mères, puissent retrouver leur voix ainsi que leur pouvoir de faire des choix conscients. Je vous laisse tout de suite découvrir ce magnifique échange avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Marion. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. C'est toi qui m'as contactée dans un premier temps, toujours sur Instagram, pour déposer une partie de l'histoire de ta maternité, en tout cas la façon dont tu as donné naissance, et surtout au travers de ta casquette première, si je puis dire, en tant que sage-femme, et aujourd'hui en tant que sophrologue. Et voilà, ton histoire, en tout cas ce que tu as pu vivre à travers cette naissance m'a beaucoup touchée, et je trouvais indispensable de pouvoir partager ce que tu as vécu pour éviter, en tout cas aussi à beaucoup d'autres mamans, d'autres futures mamans, de pouvoir vivre aussi ce genre de choses que tu as pu vivre qui sont pas forcément très confortables, dont tu vas pouvoir nous parler, nous développer à travers cet épisode. Alors sans plus tarder, je vais juste te laisser te présenter dans un premier temps. Eh bien déjà, merci d'avoir répondu oui à ma demande, à ma sollicitation, parce que j'en ai été très honorée. Et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ton podcast. Et waouh, en fait, j'étais pas trop une fille à podcast avant. Et puis en fait, Ouais, ça m'a bien fait. Donc merci. merci pour ça. Moi, je m'appelle du coup Camille, j'ai 29 ans. Je suis de la région de Grenoble. J'ai 3 chats, parce qu'avant d'être devenue maman d'une petite fille, j'avais déjà un petit pain, on va dire, dans maman de 3 animaux. C'en C'est est déjà pas un, mal. oui. Une forme de préparation, en fait, c'est ce que je disais tout Exactement. à l'heure. Et ma petite fille, là, elle au moment où on est en train d'enregistrer, 6 mois et demi. Voilà, c'est ça. Donc, tu es encore en plein postpartum aussi, une maman naissante, jeune maman. Alors, justement, est-ce que ta grossesse a été attendue ou est-ce qu'elle est arrivée de manière inopinée? Eh bien, je ne sais pas si mes collègues pourraient confirmer ça, mais quand on est sage-femme, et alors on devient sage-femme souvent tôt, sauf si on parle de Mm. reconversion. C'est-à-dire qu'en fait, on est diplômé à l'âge de 25 ans, et moi, depuis le tout début de mes études, donc depuis la petite vingtaine, en fait, je baigne dans des femmes qui sont dans la maternité, en fait, tout simplement, Oui. avec des bébés. Et donc, très, très tôt, moi, j'ai eu ce désir de maternité. Peut-être que c'est pas par hasard qu'on s'oriente dans. Mm. Donc, ce désir-là, il a toujours été là, et il a été là très, très tôt. D'accord. Pour mon chéri,
C'était pas forcément le but d'avoir un enfant si jeune. Donc voilà, tout simplement, on a attendu, on a attendu. Et il s'avère que j'ai une maladie qui est bien connue maintenant, hein, c'est Mm. l'endométriose. Donc à un moment donné, quand on a su que j'en étais atteinte et que potentiellement ça pouvait être peut-être plus compliqué d'avoir des enfants, on a dit en fait peut-être qu'on va s'y prendre un petit peu plus tôt que Mm. prévu. Bon, on avait 28 ans et voilà, donc j'ai été opérée de l'endométriose et en général après une opération on compte 6 mois. Ouais. 6 mois pour tomber enceinte naturellement et sinon après on rentre dans des protocoles, hein. Tout est, Ouais. j'y reviendrai, mais tout est protocolisé en France, hein. Mm. On rentre dans ces protocoles de procréation médicalement assistée. Mm. Et en fait, j'ai eu la chance parce que au bout de 8 mois où on attendait simplement que mon cycle redémarre pour commencer ce protocole PMA, et bien en fait D'accord. mes règles ne sont jamais arrivées. Et c'est là que Merveilleux. j'ai eu la joie de découvrir ce fameux test de grossesse positif alors qu'on avait baisser les bras entre guillemets sur le fait de pouvoir avoir un enfant de manière naturelle. Donc une D'accord. vraie Donc, bénédiction. un bébé qui est arrivé naturellement au final. Et justement, à la porte, en tout cas, de pouvoir entamer un parcours médical, en tout cas, médicalement assisté. C'est bien ça. Donc, tu n'y as jamais été. Ok. Alors, comment tu as vécu ta grossesse? Est-ce que tu étais encore sage-femme à ce moment-là, d'ailleurs? Non, j'étais plus sage-femme depuis 2 ans. Ça faisait deux D'accord. ans que j'avais quitté le métier, qui était encore très très présent pour moi, hein, parce que Hmm. voilà, c'était quand même toutes les études et les années d'exercice que j'avais eu en hôpital qui étaient encore dans ma tête. Et les grossesses de soignants, je crois qu'elles sont très particulières. Quand on est soignant dans ce milieu-là, hein, dans ce milieu Hmm. obstétrical, parce qu'il y a à la fois énormément de mon Dieu, mais que va-t-il se passer à cette étape-là? Parce qu'on a en tête un panel absolument immense de toutes les possibilités, de ça va bien se passer à ça va être une catastrophe. Et ça, on peut réagir de deux manières, soit être dans l'excès, et moi, j'ai résisté à l'envie d'écouter le cœur de mon bébé toutes les 5 minutes presque, ou voilà, d'être dans cette surmédicalisée, Ouais. surmédicalisation, pardon, Ouais. d'être dans cette hyper surveillance. Et à ma grande surprise, eh ben, j'ai lâché prise en fait. Waouh. Hmm. Et je pensais pas, parce que je suis quelqu'un de plutôt anxieuse de nature, Ouais. et on parlera de ma reconversion en tant que sophrologue, mais je crois que les sophrologues sont peut-être des gens un peu anxieux ou un peu stressés de nature, c'est Ouais. possible. Et je l'ai abordé vraiment avec beaucoup de sérénité et j'ai l'impression, cette intuition que ça allait bien se passer en fait. Hmm. J'ai pas forcément eu peur de la fausse couche alors que j'en avais déjà fait une. D'accord. Ouais, j'avais cette intuition et j'ai fait des choses qui étaient peut-être pas très recommandables d'ailleurs. Si moi en tant que soignante j'avais dû donner des conseils à mes patientes, je leur aurais pas forcément dit de partir en Égypte à 6 mois de grossesse, faire du quad, chose que j'ai fait. Ouais. Et étrangement, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais folle et en fait, j'étais très sereine. T'étais sereine, tu l'as vécu pleinement en définitive, sans aucune peur en tout cas. Et même, et même c'est vrai ce que tu dis de ne pas entendre le cœur du bébé systématiquement. C'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou a posteriori de tes études de sage-femme, de ton arrêt plutôt de l'exercice de sage-femme? Je pense que si j'avais travaillé encore à l'hôpital, j'aurais tellement baigné dedans que là, oui, j'aurais eu D'accord. cette surveillance. Alors que là, j'étais aussi un petit peu loin de mes collègues. En fait, j'étais pas dans ce milieu-là directement, même si je Hmm. m'occupe beaucoup des femmes enceintes. Donc, je pense que c'est ce qui m'a permis ce recul-là ouais, de lâcher prise. Tu étais sophrologue pendant ta grossesse ou c'est venu après? Sophrologue pendant ma Ah grossesse. voilà, c'est justement, c'est parce que j'en viens à cet accompagnement que tu aurais pu avoir, qui t'aurait permis de la vivre aussi sereinement. Donc peut-être que tu avais des clés ou des outils qui te permettaient aussi de la vivre aussi sereinement que tu le décris. Exactement, et je dis souvent que je pensais avoir un bébé stressé puisque j'étais moi-même stressée. On a toujours l'impression en tant que maman ou cette peur de transmettre nos émotions puisque les bébés sont quand même des petites éponges, hein, voilà. Et je dis toujours que ma fille est peut-être la plus zen du monde parce qu'elle a bénéficié de plein de séances de sophrologie pendant la grossesse parce que c'était moi en fait qui les donnais aux mamans que j'accompagnais. Et je me dis qu'elle a dû baigner là-dedans pendant 9 mois et que c'était peut-être pas si mal en fait cette histoire. Ouais, super. Est-ce que tu as eu d'autres accompagnements ou tu es restée sur la sophro tout au long de ta grossesse? Bah, ça, c'était moi ce que je faisais Oui, aux mamans. oui, Et après, j'ai été accompagnée de manière très classique, d'accord.
voilà, par des professionnels de santé. Enfin, je reparlerai. Ou on va peut-être en parler tout de suite. Oui, vas-y, tu peux, Camille. Vas-y, tu peux. Du coup, moi, j'avais fait le choix en fait de trouver l'équilibre en fait entre cette surmédicalisation et puis quelque chose de plus naturel en fait. Mm. C'était un petit peu dans cette optique de lâcher prise. Et donc très tôt, dès que j'ai su que j'étais enceinte, eh bien j'ai appelé la maison de naissance en fait de ma ville. Pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement global et éventuellement pouvoir accoucher là-bas. C'était le projet en tout cas, c'était de me dire qu'en France, c'est une hérésie, je trouve, en fait, de se faire accompagner par quelqu'un qu'on ne connaît pas Mm. de l'accouchement parce qu'on est sur un moment qui est intime, qui est Oui. bouleversant, mais qui est aussi incroyable et incroyablement dur aussi. On va Mm. peut-être pas se mentir. Et en fait, de tomber comme ça sur quelqu'un qu'on ne connaît pas le jour Ouais. J, eh bien, en fait, des fois, le feeling, il va passer et heureusement qu'il y a des super rencontres. Mm. Et je crois que j'avais pas envie de prendre le risque. Alors, non seulement peut-être de tomber sur quelqu'un que je connaissais mais que je C'est n'appréciais pas. ça. C'est Là, ça. hein, Ouais. pause maternité et bien sûr, bah, en fait, il y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça ne passe pas. Et j'avais vraiment envie, ouais, de me sentir accompagnée du début à la fin. En fait, j'avais envie de ce cocooning. Ouais, c'est ça. Et ne pas accoucher, en tout cas, c'était, pour le coup, là, c'est ton projet de naissance dont on parle aussi. Tu avais ce projet de ne pas accoucher en maternité, ou en tout cas dans l'hôpital dans lequel tu travaillais? Oui, ça c'était C'est sûr. ça. Alors, c'était Mm. un très très gros hôpital, donc moi voilà, j'avais une grossesse qui était pas tout repos, mais tout à fait physiologique. Donc voilà, il n'y avait pas d'indication pour moi de vouloir en tout cas me sécuriser à aller accoucher dans ces grosses maternités. Et je pense que j'aime pas parler d'échec, mais je pense que je l'aurais vécu comme un échec d'être transférée dans une immense maternité, celle où j'avais travaillé, et de me dire oh mon Dieu, retour aux sources quoi. Mm. Ouais. Comment tu te sens quand tu vas visiter la maison de naissance? Est-ce que tu te sens dans un cocon déjà, bien entouré, bien lové? Eh bien, c'était le projet parce que quand je l'ai visité, j'étais waouh parce que j'avais jamais travaillé là-bas en fait en tant qu'étudiante, donc j'étais waouh, je découvrais tout, etc. C'est une maison de naissance dans la ville où je suis qui a la chance d'être dans les murs de la maternité, d'une petite Ouais. maternité. Donc il y a vraiment un côté très très sécuritaire aussi. Je trouve que c'est un bon Mm. compromis. Et j'ai un petit peu déchanté parce que j'ai été assez déçue finalement de cet accompagnement parce que je pense que j'étais sur une équipe de sages-femmes, ils travaillent par duo ou par trinôme, qui n'a pas forcément correspondu Mm. en termes de caractère. Et en fait, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus enveloppant, où il y aurait plus un lien de confiance qui allait s'installer. Et voilà, et je crois que des fois, le lien ne se fait pas. Et là, il s'est pas vraiment fait. Et c'est vrai que ce que j'avais un petit peu fantasmé sur cette histoire de maison de naissance, Mm. eh bien non, je l'ai pas du tout vécu comme ça au cours de la grossesse, alors que c'était normalement le but de ce Mm. genre d'accompagnement. Donc j'ai été un peu déçue. Alors, ton projet de naissance, donc on le sait dans cette maison de naissance, de quelle façon tu souhaitais donner naissance à ta petite? En fait, j'avais envie de donner du sens à tout ce qu'on fait nous en tant que soignants, en tant que sage-femme. C'est-à-dire de se dire que peut-être que cette prise de sang n'est pas nécessaire parce que, ben, en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher et qu'est-ce qu'on va faire de ce type de résultat. Donc, Mm. j'avais aussi la recherche dans déjà le suivi et l'accompagnement de quelque chose qui était plus ben, en fait, il faut s'écouter et il faut trouver l'équilibre. Ça a plutôt été bien respecté. Et j'avais pas forcément l'intention d'accoucher sans péridurale. Alors c'est le but hein, dans une maison de naissance, hein, Ouais. d'accoucher sans Mm. péridurale. C'était pour moi un bonus et c'était super de pouvoir me dire que j'allais essayer. Mm. Mais c'était pas l'objectif en soi Mm. d'à tout prix accoucher sans péridurale. Ouais. C'était plutôt d'être dans un environnement qui était propice à me dépasser Ouais. à vivre ce que j'avais à vivre, à aller jusqu'au bout de ce que je pouvais donner, parce que j'avais pas Ouais. vraiment d'objectif de faut tenir jusqu'à temps ou ce genre C'est de choses. ça. Mm. Alors, dans une maison de naissance, on essaie quand même de vouloir accoucher sur péridurale. On va voir dans Mm. les suites que ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Ouais. Mais j'avais pas ouais, d'objectif précis, mais simplement d'être actrice en fait Mm. de mon accouchement. Et en tant que sage-femme aussi, de vivre quelque chose et de pas subir. De vivre quelque chose, une expérience où j'ai accompagné des patientes, mais pendant des années et des années là-dedans. Mm. Et c'était à mon tour, je passais de C'est l'autre côté ça. du miroir, et c'était à moi de le vivre. Et ça, c'était dingue, sur le projet en tout cas. Ouais. C'était assez incroyable comme perspective.
Je te pose la question maintenant, Camille, puisque ça sera l'objet aussi de ton accouchement et en tout cas cette casquette de sage-femme que tu avais. Mais c'est vrai qu'au cours de ta grossesse, est-ce que tu as été à des moments dans une position inconfortable en raison de ta casquette de sage-femme, notamment dans le lien, dans la communication avec l'équipe dans la maison de naissance? Est-ce qu'il y a eu un impact du fait que tu sois sage-femme? Je sais pas. Alors moi, je l'avais dit dès le début parce que dans tous les cas, dans les termes que je peux utiliser de manière très Eh oui. naturelle, en fait, bah forcément, on me regarde et puis on me dit, ah, vous Hmm. faites partie du milieu. Et puis je fais, bah oui, oui, avant j'étais sage-femme. Donc Ouais. je pense qu'il y a forcément un biais aussi Hmm. euh, de, de sélection, je sais pas comment on pourrait dire, Hmm. mais forcément peut-être que les soignants vont pas se comporter tout à fait de la même manière quand ils ont un collègue entre guillemets dans leur mur que quelqu'un de plus lambda. Euh, je me serais justement attendue moi Hmm. à ce qu'on me laisse plus faire, Hmm. alors que pas forcément. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que tu Ouais. vas pouvoir développer justement maintenant sur ton accouchement. Comment est-ce qu'il s'est passé? Parce que là, vraiment, il est nécessaire que tu déposes tout ce que tu as pu vivre en tout cas. Et je te laisse pour le coup en parler. Alors du coup moi j'ai une grossesse qui était tout à fait physiologique, avec un bébé qui bougeait bien. Alors je suis un tout petit gabarit donc le ventre très très lourd à la fin. J'en Ouais, avais très. On était en plein mois de juillet et dans ma ville où je suis, c'est la canicule. Donc j'avais hâte comme beaucoup de personnes, hein. ouais. Enfin, moi, ça s'est fait dans les 40 semaines. Donc ça va, j'étais un peu au Ouais. bout, mais pas tout à fait tout au bout. Et en fait, eh bien, pas de chance, j'ai fissuré la poche des os. Hmm. On m'a laissé 48 heures pour me mettre en travail. Hmm. Et je crois que j'ai absolument tout fait. Je crois que j'ai absolument tout testé, de tous les outils, ma casquette de sage-femme. J'ai même fait du tire-lait pour essayer de stimuler, alors que C'est j'avais pas vrai. forcément le projet d'allaiter, ce Hmm. qui était pas forcément la bonne idée à faire, mais je me suis dit, tant pis, on essaye. Ouais. Je pense que j'ai tout fait, et ce que je dis toujours, c'est que quand le corps il est prêt, on a juste à donner une impulsion, et ça marche. Et des fois, on peut tout tenter, le corps il est pas prêt. Bon, bah là, je crois qu'il était pas bien prêt. C'est ça. Et c'est comme ça que ce projet-là, il a basculé, puisque on ne peut pas être déclenché en maison de naissance. Donc, je me suis retrouvée à être déclenchée, et c'était la frustration ultime, pardon, extrême pour moi, dans la maternité, du coup, qui renferme la maison de naissance. Donc, en fait, Ouais. j'avais juste une porte battante à pousser, et la Hmm. frustration elle est d'autant plus grande que j'étais à ça, en fait. Hmm. J'étais vraiment à C'est dur. ça Hmm. d'être dans ce service et dans cette chambre et dans cet endroit où je m'étais projetée, en fait, Hmm. euh, qui était ultra cocooning. Et en fait, je me suis tout d'un coup retrouvée, et bien du coup, avec des inconnus Hmm. que je redoutais, où il n'y avait pas forcément ce lien qui avait pu être créé, avec, eh bien, le tralala classique d'un changement d'équipe, la Mais pose d'un oui. temps pour aller stimuler et faire maturer mon col de l'utérus. Euh, et puis voilà, forcément, on est perfusé, on est monitoré. Euh, j'ai très très bien réagi à ce produit-là. Donc je pense que le corps, il était quand même peut-être prêt, en fait, mais il lui manquait un beau coup de pouce. Et toutes les négociations ont été vaines. J'aurais dit, mais regardez, je commence à mettre en travail, donc peut-être qu'on peut enlever le tampon et voir ce que ça donne. J'ai tout essayé. Est-ce que je peux rebasculer de l'autre côté? Regardez, je suis à 2 pas, etc. Rien à faire. Et c'est là que je suis entrée dans une spirale surmédicalisée, où en fait, les contractions ont été très intenses, et dès le début. Vraiment, dès la pose du produit, à peine, peut-être 1 ou 2 heures après, les contractions ont été toutes les 2 à 3 minutes et très très fortes. Et malgré toute ma préparation de sage-femme, de tout ce que j'avais pu vivre, je crois que je ne m'étais pas préparée à éprouver ces premières contractions de manière aussi rapprochée, Hmm. aussi forte, et surtout dans un environnement que je ne maîtrisais pas. C'est-à-dire la salle de la maison de naissance, celle où j'avais quand même prévu de passer ce travail et d'accoucher, ou alors tout simplement mon domicile où normalement j'avais envie de vivre la majorité du travail. Et je crois que c'est ça qui a été dur, parce que j'avais déjà une nuit blanche à mon actif, parce que j'étais stressée comme pas possible de ne pas arriver à me mettre en travail spontanément Ouais, c'est sûr. la veille du déclenchement. Et puis en fait cette nuit-là a été une des plus intenses de toute ma vie, où j'ai expérimenté ces contractions sans arriver à me mettre dans ma bulle, Hmm. sans rien qui me soulageait. Une sage-femme qui était absolument adorable, mais qui m'a pas forcément proposé d'outils,
en fait, Mm. pour aller bien. Donc, elle était là, en fait, pour m'encourager parfois. Mais voilà, elle a proposé une baignoire qui ne s'est jamais remplie. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, ouais. Mm. Et ça, c'est très, très dur parce que quand on a un petit peu qu'on nous fait miroiter le «Oh, Ouais. le bain chaud va vous faire du bien». Et en fait, je suis restée peut-être mes 2 ou 3 heures durant cette nuit dans 5 ou 6 centimètres d'eau Oh. Mm. à me dire: «Mais c'est quand qu'elle se remplit cette baignoire?» Et tout simplement parce que c'est des aléas techniques. La baignoire devait avoir un problème de joint, un problème de tamponnité et du coup, elle ne parvenait pas à se remplir. Et ça, pour moi, ça a été, d'une violence extrême alors qu'on ne Mm. parle, mais parce que j'avais vraiment envie que cette eau chaude me libère et m'aide à me détendre entre les contractions. Il y a eu aussi un médicament qu'on m'a donné pour le Nubin, Oui. pour attendre un petit peu, pour temporiser, pour me permettre de me reposer. Parce que le problème, c'est qu'elles étaient tellement, tellement rapprochées que je n'arrivais plus du tout à me détendre entre les À lâcher contractions. prise, ouais. Mm, Et à lâcher prise en fait, et mm. à utiliser tout simplement mais tous les outils que moi j'avais déjà dans ma palette et sur lesquels je m'étais entraînée et sur lesquels j'avais une grande confiance. Et impossible pour moi à ce moment-là d'arriver à me reconnecter à mais au fait Camille, tu as des outils. Et comme la Ouais, Sacha me l'a pas proposé, et ben moi en fait j'ai pas pu m'en saisir. bien sûr. Et ce produit-là, pareil, en fait, on m'a fait miroiter quelque chose qui me dirait, vous allez voir, vous allez dormir comme un bébé, votre col, il va continuer à travailler un petit peu et ça va bouger, parce que c'était bien le problème d'ailleurs, hein. C'est que ces contractions étaient très intenses, mais qu'il n'y avait absolument rien qui bougeait. Et pareil, ce produit-là n'a fait absolument aucun effet, tout simplement parce qu'avec ma maladie chronique, eh bien, je prends beaucoup de médicaments au quotidien sur la douleur et qu'en fait, je me suis rendu compte, frustration extrême, que j'étais intolérante ou tolérante, je sais pas. Mais j'étais trop habituée à prendre des médicaments et donc en fait ça ne marchait pas. Et donc au petit matin en fait, après une nuit blanche à me tordre de douleur, et je pense que mon chéri a été absolument incroyable parce qu'il a l'habitude de me voir avoir mal, mais je pense que là il m'a soutenue, il m'a accompagnée et je pense qu'il était dépassé aussi Mm. par la puissance parce que j'étais préparée sans y être préparée. Et lui, il n'était pas prêt, bah, tout simplement parce que c'est un premier bébé pour nous et Bien qu'il n'est sûr. pas dans ce milieu-là. Et du coup, là, je me suis dit, mais de toute façon, en fait, ils envisagent de mettre du Syntocinon pour suivre ce déclenchement. Ça, de toute façon, ils m'avaient pas laissé le choix, hein, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre la péridurale parce que je suis tout simplement au bout de mes limites. Bien sûr. C'était pas le but, en fait, d'arriver au bout de Mm. mes limites. Et je préfère être apaisée plutôt que. Donc ça, je l'ai pas forcément vécu comme un échec, Oui. mais ça a été, et je le savais très très bien à ce moment-là, euh, ce que j'appelle le point de départ d'une cascade interventionnelle, mais qui avait quand même déjà un petit peu commencé avec cette histoire de déclenchement, c'est qu'à partir du moment où on a une péridurale, eh bien, on ne peut plus bouger. Alors qu'ils savaient mon projet de naissance, ils l'ont plutôt dosé. Alors que des fois, on peut faire des péridurales déambulatoires. Enfin, certains anesthésistes les font dans cette maternité-là, en tout cas. Et donc, du coup, eh bien, moi, j'ai essayé de faire le moins dosé possible, mais par rapport à la dose qu'ils m'avaient mise. Et j'avais beau dire sur toute la journée du lendemain aux sages-femmes qui sont suivies, je peux bouger mes jambes et je faisais du pédalo devant elles. J'essayais vraiment de rigoler et de leur montrer en fait que ça allait parce que je pouvais bouger et parce qu'en fait j'allais bien. Ouais. Là, la douleur s'était atténuée, je sentais toujours mes contractions. Mon bébé allait très très bien. J'étais rassurée et donc en fait moi ce que je voulais c'était juste de faire du ballon et qu'on me laisse faire quelques positions et rien du tout. Mm. Et là un petit peu que vient ma colère, c'est que malgré le fait que j'ai été sage-femme, eh bien, en fait, on m'a pas forcément écouté, on m'a pas laissé bouger, même si j'essayais de sécuriser les choses. On m'a pas forcément laissé manger, parce que j'ai demandé et Oui, j'ai dû c'est manger. vrai. J'étais perfusée de toutes parts. J'ai voulu qu'on mette les perfusions toutes du même côté, tout simplement pour que je puisse un peu plus me mouvoir, parce que j'en Mm. avais à droite et à gauche. Et on m'a pas, ils l'ont pas fait. En fait, ils ont dit, oh non, c'est trop compliqué, etc. Et en fait, voilà, toutes mes tentatives pour rendre ce travail plus physiologique et pour être un petit peu plus active et actrice Mm. se sont soldées par un échec. Et ça, je m'en veux aussi parce que du coup, j'ai baissé les bras. Et j'étais Mm. tellement fatiguée Bah que j'ai dit, oui. ok, c'est Mm. bon. Et donc, du coup, en fait, je suis restée toute une journée dans une pleine lumière avec des bibis de partout. Et là, pour le coup, j'ai eu du mal à lâcher prise parce que mon côté sage-femme médicale a repris le dessus parce que j'étais à la fois frustrée de tout ce que j'étais en train de subir, je vais oser dire le mot subir, et en même temps, bah, j'avais les yeux rivés sur le monitoring qui arrêtait pas de sonner parce que je vérifiais si c'était pas le bébé, alors c'était mon cœur qui battait trop vite, et donc c'était ok, mon bébé allait très bien, mais là, j'ai pas pu du tout me mettre dans ma bulle en fait. Bien sûr.
Mm. Et voilà, et ça, je le regrette parce que dans tout ce qui aurait pu se faire sur un déclenchement et qu'on peut rendre les choses physiologiques avec Bien un sûr. déclenchement, eh bien non, en fait, dans les positions d'accouchement, dans la manière de souffler, dans le fait que le travail a été extrêmement long. Mm. Et j'ai envie de dire très classique finalement hein, pour un premier bébé qui est Mm. déclenché. Mais on m'a fait pousser alors que ma petite était très très haut parce que pareil, on se laisse Et oui, deux c'est heures vrai. Mm. en maternité. Voilà, ça a été intense, ça a été l'une des épreuves les plus dures de ma vie, je crois. Mm. Souvent pour la majorité des femmes, hein, Ouais. c'est la première épreuve qui nous pousse waouh, dans nos retranchements. Et je suis très fière de tout ce qui s'est passé. Mais waouh, ma phase de désespérance, moi je l'ai eue, j'ai l'impression, dans mes 2-3 centimètres d'eau Mm. et en train de subir les contractions et qu'il n'y avait rien qui allait et que personne ne m'a vraiment rassurée, personne ne m'a vraiment accompagnée. Et en fait, ce mot accompagnement, je le trouve important parce Mm. que j'ai eu cette discussion avec mon chéri quand on a pu reposer les mots un petit peu. Parce que bien sûr que les partenaires, eux, ils ont un regard très extérieur à ce qui s'est passé. C'est Mm. hyper intéressant d'aller les solliciter. Et lui, il a dit, ah, moi, je trouve qu'on a été bien accompagnés. Et je lui ai dit, mais pour toi, c'est quoi d'être accompagné? Parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui vient vérifier le col et la dilatation toutes les heures et dire, ah, vous avez besoin de quelque chose, c'est-à-dire un verre d'eau et pas plus, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Eh bien oui, peut-être que c'est un accompagnement, ok. Mais moi, je considère qu'un accompagnement est censé aller au-delà. Et voilà, et c'est en ça que réside ma frustration, c'est de ne pas avoir eu assez de force peut-être pour m'imposer, peut-être pour dire, bah tant pis, je fais les choses à ma manière et puis vous avez qu'à vous adapter. Et c'est pas grave parce que les choses se sont faites ainsi et qu'au final, tout le monde va bien et c'est bien le principal. Mais c'est une frustration que je garde et une colère même, je dirais, plus qu'une frustration. De ne pas avoir su m'imposer et de me dire, mais en fait, si une femme qui a ses connaissances d'obstétrique dit qu'elle préfère faire comme ceci ou comme cela et que peut-être qu'on pourrait tout simplement tenter ça. Et je savais très bien par mon regard de sage-femme que les choses allaient bien et que mon Mm. bébé était en sécurité et que moi j'allais bien et que Mm. j'étais en sécurité. Eh bien, je me dis, mais en fait, du coup, qui va entendre le discours des autres femmes pour qui c'est certes aussi leur premier peut-être, mais qui n'ont pas du tout ces connaissances-là, Mm. qui n'ont pas ce bagage à Bien mettre sûr. en avant. Et oh, je fais partie de la maison, en fait, je suis Ouais. aussi sage. Mais en fait, qui va les écouter? Mm. Donc je suis ressortie très grandie de cette expérience, mais également très chagrinée. J'imagine. Mm. J'imagine. Avec un bébé, mais qui était merveilleux dès la naissance. Quand ça s'est arrêté, je me suis tout de suite dit, alors plus jamais, plus jamais déjà. Et ensuite, on a eu cet échange de regards et ça a été absolument incroyable et merveilleux. Et on n'est pas objectif quand on est maman, mais voilà, ma fille est la plus merveilleuse du monde, comme elle me dire que son enfant est le plus merveilleux du monde, j'espère, peut-être. Mais voilà, il y a ce coup de foot qui fait tout oublier et c'est OK. Mais après, ah, la frustration, elle est revenue me travailler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on accompagne mal les femmes, en fait? Qu'est-ce qu'on a un problème en France pour accompagner les femmes alors que cette maternité était censée être assez physiologique? Étrangement, pas tant que ça, finalement. Et tout dépend sur qui on tombe. Alors sur l'accompagnement, justement, Camille, je rebondis tout de suite tant qu'on est sur le sujet. Est-ce que l'accompagnement est ou fait partie ou faisait partie en tout cas de la formation que tu as eue quand tu étais sage-femme? Est-ce elle avait une place en tout cas assez présente ou plutôt en marge? Eh bien, pas du tout. Et c'est rigolo parce que... Alors, c'est rigolo, je mets des guillemets. Sur le podcast, je mets des guillemets. On dit que les sages-femmes sont les gardiennes de la physiologie. Je trouve que c'est un très très beau mot, c'est un très beau rôle qu'on nous accorde. C'est de se dire en fait que on va suivre les femmes et on va les accompagner dans tout ce qu'elles vont traverser, que ce soit des problèmes gynécologiques, mais aussi bien sûr la maternité, la grossesse et l'accouchement. Et à partir du moment où ça devient pathologique, où on sombre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la maladie, d'un problème, d'une complication, eh bien tout simplement, on va déléguer et on va laisser la place à quelqu'un eh bien d'un obstétricien, tout simplement, on va laisser la place à un gynécologue ou à Oui, un c'est ça. obstétricien. Mm. Et en fait, eh bien non, parce que nous, les gardiennes de la physiologie, nous ne sommes pas formés à la physiologie. Et en fait, à aucun moment dans notre cursus de sage-femme, et peut-être que ça dépend aussi des écoles de sage-femme, mon école est plutôt réputée, mais à aucun moment dans notre parcours, on nous apprend à l'utilité de la douleur. Pourquoi est-ce qu'on a mal pendant un accouchement? Et s'il y a bien une douleur utile au cours de notre vie, c'est celle de l'enfantement. À aucun moment, on nous a parlé à ce point-là de mouvement
À aucun moment on nous a parlé de lumière tamisée, à aucun moment on nous a parlé de méthodes pour aller booster de manière naturelle notre ocytocine. Donc en fait, nous, en tant que sage-femme, on n'est pas formés. On n'arrive pas sur le terrain, en tout cas quand on est diplômé, avec ces outils. Et soit il faut avoir cette curiosité intellectuelle d'aller les chercher. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu beaucoup plus tard, en fait, quand j'avais déjà quitté le métier de sage-femme. Soit on a la chance d'être tombé sur des sages-femmes, et je dirais des sages-femmes qui nous ont entourés, qui nous ont encadrés, et je dirais même plus des mentors, des personnes plus ou moins âgées, ou même pas forcément, mais en tout cas qui ont été sensibilisées à ça, et qui nous ont appris à dire attention, prenez du recul, les élèves sages-femmes, par rapport à tout ce que vous avez appris, regardez comment on peut accompagner une femme. Et en fait, je donne toujours cette anecdote d'une première fois où moi, en tant qu'étudiante, euh, ou peut-être que j'étais jeune diplômée, mais en tout cas j'étais toute jeune. Je me suis retrouvée confrontée dans l'hôpital où je travaillais à une femme qui ne voulait pas de péridurale. Et en fait, cette femme, elle n'avait pas, et je crois que le mot est important, besoin de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle était dans sa bulle. C'était peut-être son deuxième, je crois. Alors j'aime pas trop le mot gérer, mais elle gérait, enfin, elle faisait sa vie, elle était actrice, elle avait des outils, son compagnon était plus qu'impliqué. Et en fait, eh ben, nous, on faisait figuration. On faisait figuration. Pourquoi? Parce qu'en fait, on la regardait comme si c'était, et j'ai du recul hein, sur ce regard que je peux porter aujourd'hui, mais on la regardait comme si c'était une bête sauvage, quelqu'un qui était un peu faux-folle. Et en fait, on n'avait pas du tout ces outils-là pour l'accompagner, pour la soutenir et pour comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Et nous, on était à la recherche avec l'équipe de bah, comment on va faire pour rendre les choses plus médicales, finalement, parce que c'est ce qu'on connaît, nous, le médical, pour reprendre le contrôle, alors qu'en fait, on n'avait pas du tout besoin de reprendre le contrôle. Et cette femme, elle avait bien sûr très bien accouché. Elle avait été maître de son projet du début à la fin. Et en fait, on n'a pas été formé à ça, on n'a pas été formé à accompagner. La péridurale, elle est très pratique pour nous en tant que soignants, hein, c'est très politique, parce qu'une femme qui est sous péridurale, eh bien, elle a moins besoin, forcément, Certes. puisqu'elle est soulagée par la douleur. Elle n'a pas besoin de se mobiliser, puisqu'elle est soulagée par la douleur. On peut mettre plein de produits, c'est des choses qu'on il y a une histoire de rentabilité, qu'en fait, il faut vite laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, en France, on a des accouchements qui sont vite fait et bien fait, mais pas de manière très naturelle, c'est bien le problème. Et tout doit être codifié, tout doit être, allez, un TV, c'est 1 centimètre par heure, et oh mon Dieu, si ça n'avance pas aussi vite, eh bien peut-être qu'on va mettre de l'ocytocine de synthèse pour accélérer, qu'on va nous-mêmes percer la poche des os, et etc., etc. Et ça, c'était notre quotidien, en fait, en tant que sage-femme. Et on a tellement été élevés, conditionnés, oserais-je dire le mot, dans ce type d'accompagnement. Ah, et c'est pas de l'accompagnement, mais dans ce type de suivi, qu'en fait, se rendre compte, et je m'en rends compte encore maintenant avec certaines collègues avec qui je suis restée en contact, que de prendre du recul par rapport à ça et de se rendre compte que finalement, on faisait peut-être plus de mal que de bien. Que la majorité des complications à l'hôpital, peut-être pas la majorité, parce que je ne suis pas contre l'hôpital, mais en fait, ce sont nous-mêmes qui les créons avec ces suivis ultra protocolisés. Et on avait un petit peu ce syndrome de toute puissance. Je l'appelle ça la blouse blanche, l'effet blouse blanche du super-héros. C'est nous, on a la connaissance, et c'est nous qui allons accoucher les femmes, alors que pas du tout, c'est les femmes qui s'accouchent et elles le font très bien toutes seules. Nous, on est juste là, normalement, pour poser ce cadre sécure et pour leur dire, bah, en fait, je suis là, je vous accompagne et je vous donne des outils. Je sais que tu en avais parlé dans un autre podcast, mais cette guerre un petit peu entre les doulas et les sages-femmes, pourquoi les sages-femmes sont en guerre, pas toutes, bien heureusement, je généralise un petit peu trop peut-être, contre les doulas, parce que les doulas ont ces outils d'accompagnement que nous, on aimerait avoir, qu'on aimerait avoir ces outils, et qu'on aimerait avoir le temps de les accompagner, ces femmes, comme elles, ce qu'elles peuvent proposer. Mais tout simplement, dans un métier à l'hôpital ou dans des maternités, on n'a pas ce temps-là à disposition. On n'a pas cette énergie. Et je pense que c'est en partie là-dessus que repose cette guerre, d'où la sage-femme. C'est parce que notre métier, à la base, c'est censé être ça. Bien sûr. Accompagner, sécuriser. Et en fait, je crois qu'on le fait très très mal et qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer en France. Mais moi, j'ai quitté le métier parce que je crois que ça va prendre bien trop de temps. Oui, certes, oui, oui, oui. Il y a Donc des voilà, avancées, mais il y a des reculs en même temps quand même, hein. Quand on suit un peu les projets de loi qui sont en train de tomber aujourd'hui, voilà, il n'y a rien qui a encore été voté ou qui est passé, mais on a les deux tendances. On avance, on recule, on avance, on recule. Enfin, voilà, c'est un chemin perpétuel, mais effectivement, c'est là aussi l'importance d'aller voir un peu ce qui se passe
dans les pays voisins, en tout cas sur cet accompagnement que l'on propose aux femmes qui sont soit en suivi de grossesse ou en accouchement, et sur aussi cette complémentarité. Alors là, on parle de doula, mais moi, j'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, cette complémentarité et cette composition englobante de professionnels de santé autour de la femme qui accouche, parce que c'est elle, bien évidemment, qui s'accouche, on est bien d'accord. Quel que soit, en tout cas, son accouchement et la façon dont elle donne naissance, d'ailleurs. Exactement. Je crois que c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est pratique en France, en tout cas, sont en plein essor, ces praticiens du bien-être qui vont venir entourer la grossesse parce que, ben, en fait, ils se sont rendus compte, enfin, les femmes et les couples, pardon, se sont tout simplement rendus compte qu'il pouvait y avoir autre chose, qu'il pouvait y avoir autre chose. Et dans cette forme d'infantilisation, parce que moi, je me suis clairement sentie infantilisée, hein. Quand on me demande de pas manger, etc., c'est oh là là, il faut pas manger, il faut pas se lever, il faut rester bien sagement sur son lit. C'est ça, hein. Moi, alors, je me traite moi-même comme un enfant parce que je suis toute petite, voilà, et j'ai souvent l'impression de ne pas avoir beaucoup grandi et d'être restée à mes 18 ans. Mais non, en fait, moi, j'en avais 28 à l'époque. Je n'avais pas à être traitée comme un enfant. Et en plus de ça, je surajoute le fait que enfant, sage-femme quand même, hein, Oui, donc bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que tu dis là, Camille, moi, c'est vrai que ça résonne. De toute façon, ça va résonner, c'est certain, dans les oreilles de toutes celles qui vont nous écouter. Mais ça résonne d'autant plus sur quelle est notre possibilité aujourd'hui de se faire entendre. heureusement qu'il y a quand même un peu d'espoir parce que, oh là là, mon Dieu, si toutes les mamans qui vont, ou les futures mamans qui vont écouter ce podcast, elles vont dire, oh mon Dieu. Je crois qu'on peut se faire bien entourer. Et heureusement qu'il y a plein de sages-femmes. Et voilà, moi, mon projet, j'ai été bien entourée sans avoir ce feeling-là. Mais voilà, si j'avais pu ne pas être déclenchée et accoucher en maison de naissance, je pense que les choses auraient été différentes. Bien Ça, c'est sûr. sûr. Donc, j'avais commencé cette démarche-là, c'est juste que à la toute fin, c'est la frustration aussi, c'est qu'on a switché de suivi. Il y a beaucoup de sages-femmes qui, heureusement, et c'est auprès d'elles aussi que moi j'ai pris du recul et que j'ai appris tout ça, qui sont formées à cette physiologie-là. Il y a des sages-femmes qui vont proposer des accouchements à domicile aussi. Et l'hôpital, pour moi, n'est pas du tout à bannir. Non. Mais c'est vrai qu'il y a tellement des questions qui sont politiques que c'est compliqué de se projeter parfois de manière très positive. Je crois qu'il faut arriver en étant blindé. Pas forcément un projet de naissance à rallonge, parce que voilà, hein, c'est pas une liste d'exigences, un projet de naissance, mais je crois qu'il faut, avec son partenaire, se dire, eh bien, en fait, vraiment, les choses, elles se font jamais comme on a envie. Mais on va tout de suite éteindre les lumières, on va tout de suite faire ceci, on va tout de suite faire cela, on va vraiment essayer de se mettre dans la bulle. Et je crois qu'il faut pas attendre, et ça a été mon problème, alors que moi, je l'avais cette connaissance-là. Je crois qu'il faut que les couples puissent s'emparer de cette question-là. Et il ne faut pas qu'ils attendent peut-être que les choses viennent du soignant qui sera là le jour J. Il faut qu'ils mettent eux-mêmes en place. Et peut-être qu'il vaut mieux demander pardon que permission, des Ouais, fois. c'est ça. Hmm. Et voilà, à bouger un peu des choses et puis qu'on nous dise non, mais attendez, ça j'en ai besoin, c'est pas très accessible. Ah mince, pardon. Et puis on va essayer de refaire. Et heureusement qu'il y a des professionnels mais qui sont et ultra bien formés à la physiologie, j'entends, hein, pas formés comme nous à d'autres choses. Et tant mieux. Mais je crois que c'est aussi une question de rencontre, une question de chance, et que des fois, eh bien, en fait, on tombe sur la personne le jour J. Moi, quelque chose que je n'ai pas raconté, c'est que la personne qui m'a suivie pendant cet accouchement, c'était une personne toute fraîchement diplômée, qui sortait du coup de mon école de sage-femme, et je crois qu'elle m'a dit que c'était sa deuxième ou sa troisième garde. Et en fait, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Et je suis pas du tout en colère contre elle, hein. Moi, je suis en colère contre moi-même. En fait, elle a fait ce que moi j'aurais fait. Elle était toute jeune. Bien sûr qu'elle pouvait pas avoir les codes. Là, je milite, moi, pour essayer de donner des cours de physio dans mon école de sage-femme. Mais ils ont des problèmes pour trouver un horaire. J'aurais même dit, je fais ça bénévolement. Mais pour l'instant, ils m'ont dit, ah, peut-être dans 2 ans, je vais essayer de court-circuiter le système et de le faire à ma manière, sans passer par quelque chose de trop, sans passer par la fac, en fait, sans passer par l'universitaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, mais que l'espoir, il va pas forcément venir des soignants eux-mêmes, peut-être dès le début. Il va venir mais de tout ce phénomène auquel on assiste sur les réseaux sociaux aussi, de girl power aussi, d'empowerment. Les femmes sont capables, les femmes accouchent depuis la nuit des temps sans avoir besoin de l'aide de quiconque. Où j'entends l'aide, en tout cas, nous en tant que soignants, ça doit être de rassurer, d'encourager,
de mettre les outils à disposition, d'être là en cas de complications, mais c'est tout en Mm, fait. mm, mm. Il y a encore du chemin à faire quand même. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ce que tu es en train de décrire, c'est la raison pour laquelle tu as arrêté d'exercer en tant que sage-femme? Parce qu'on n'en a pas parlé de Exactement. ça. Même si à l'époque, j'avais pas à ce point du recul, j'ai tout simplement fait de manière très classique un burn-out, hein. Presque 3 ans après que j'ai commencé ce métier-là. Alors après, voilà, avec les 5 ans d'études, ça faisait quand même longtemps Bien que sûr. j'étais dans Mm. les maternités. Et en fait, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être complice d'un système qui maltraite les soignants, parce que ça, on en a pas mal parlé aussi. C'est pour ça que les soignants sont aussi en grève, mais Bien qui sûr. maltraite, j'ai envie de dire, les femmes tout court. Bien sûr qu'il y a des hommes dans la profession. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Les histoires de femmes, on est quand même deux femmes entre femmes. Et je trouve que c'est quand même très symbolique, hein, nos histoires de femmes, où il y a assez peu de moyens, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je veux pas devenir comme mes collègues aigris par la vie, qui font un travail technique, en fait. On était dans une technicité, presque, de faire des soins infirmiers, dans l'administratif aussi, parce qu'il y a Mm. beaucoup Oui, c'est d'administratifs vrai. des naissances, hein, c'est le côté pas passionnant, hein, du job de sage-femme. Mm. Et moi, en fait, j'ai pas eu envie de devenir comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas du tout la direction que j'ai envie de prendre, et peut-être que si je m'en vais pas assez tôt, peut-être que je vais me retrouver dans ce métier-là englué, et que C'est j'arriverai ça. jamais en fait, Mm. à sortir, parce que c'est pas évident de se reconvertir, parce qu'il faut des moyens, il faut du temps. Le temps, je l'ai eu, puisque c'était juste avant le confinement. Donc ce temps-là, je l'ai eu. Et la sophrologie, c'était quelque chose qu'on proposait en tant que sage-femme en libéral, quand j'avais fait des remplacements en libéral, à petite dose aux femmes pour les aider à se détendre. Et je me suis dit, mais moi, en fait, c'est le côté préparation à l'accouchement que j'adore. C'est ça ma cam. C'est pas le médical en tant que tel. Moi, ce que je veux, c'est accompagner. Et le vrai sens du mot pour moi, accompagner, en fait, c'est d'être là pour quelqu'un, c'est de le rassurer, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, c'est de l'aider à trouver ses propres ressources et pas de faire les choses à sa place et pas d'imposer quelque chose comme ce que fait l'hôpital. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie et que je me suis jamais sentie autant épanouie dans ce métier-là maintenant de sophrologue, parce que je me suis formée un peu plus à la sophrologie, hein, c'était léger ce qu'on faisait en tant que sage-femme. J'ai jamais été à ce point-là épanouie et je pense que peut-être 80% des personnes que j'accompagne dans mon cabinet, eh bien, ce sont des femmes dans cette périnatalité, que ce soit le désir d'enfant, la procréation médicalement assistée, la gynécologie aussi, pas Mm. mal, gynéco, et puis bien sûr, bah, la grossesse et l'accouchement. Bien sûr. Et le postpartum, bien sûr, il faut pas Ouais, l'oublier. oui, on va y venir, mais effectivement, il faut pas l'oublier. Mais tout à l'heure, quand je te disais justement quelle est la façon pour ces femmes de faire entendre leur voix, tu viens de donner des clés en fait. La préparation, fait partie en tout cas de cette possibilité, comme tu l'as dit, de venir armée, blindée pour pouvoir se faire entendre. Et ça, c'est vraiment une phase à ne pas négliger, la préparation. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, sentir la sage-femme ou les professionnels avec lesquels on va être suivi au cours de sa grossesse et se dire qu'on est en capacité de pouvoir dire non, je vais aller voir quelqu'un d'autre si vraiment le feeling ne passe pas du tout, si on n'arrive pas à se faire entendre. Dès à présent, dès le moment, dès les premiers rendez-vous, en fait, au début de la grossesse, j'ai envie de dire. Ça, c'est des clés que tu es en train de nous donner aussi, qui sont intéressantes pour l'après et le moment T où il va falloir se faire entendre, entre guillemets, moi aussi, je les prends ces guillemets-là, Ouais. au moment de l'accouchement. Est-ce que tu as, dans les femmes que tu accompagnes aujourd'hui, à travers la sophrologie, des femmes qui ont traversé ce que tu as traversé toi? Oui, parce que moi, mon scénario, en fait, il est pas malheureux en tant que tel, parce qu'en fait, tout s'est bien passé, parce que j'ai eu Oui. vraiment le scénario classique d'un déclenchement qui dit péridurale, déclenchement qui dure des années et des années. Alors, ça a Oui. duré bien 2 jours, mais pour moi, c'était des années, hein. Oui, je me doute. Oui. Voilà. Des efforts expulsifs qui sont très très longs. Une extraction instrumentale, c'était une ventouse. Oh, c'était Ouais. le truc le plus classique du monde. Et ça, en fait, quand j'avais posté mon récit d'accouchement sur Instagram, et je le savais, mais je le savais très bien pour l'avoir vécu en tant que soignant, mais c'était le truc le plus classique du monde de oh, mais moi aussi, mais moi aussi. Et c'est justement parce que c'est quelque chose de classique que les personnes vont nous dire en fait, mais pourquoi faut en parler? Enfin, je veux dire, tout s'est bien passé. Et bien sûr qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Enfin, bien sûr, et heureusement qu'il n'y a pas eu des choses qui étaient plus graves, parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui sont plus graves. Et en même temps, ça n'enlève pas la gravité du vécu, de cette sentir, on a dit, passif, infantilisé, et que les gens ont fait les choses à notre place.
Et j'ai oublié le début de la question. Non, c'était justement si tu avais des femmes qui avaient vécu la même chose que, enfin, qui vivent en tout cas la même chose que toi, en fait, au cabinet que tu reçois. C'était juste pour savoir si, voilà, si c'est quelque chose qui est encore très, très courant et d'où la nécessité de cet accompagnement que tu leur proposes. Et je crois que ça nécessite énormément de lâcher prise et aussi d'affirmation de soi, de vous dire à un soignant, bah non. Un toucher vaginal, bah non. Ou pourquoi? Pourquoi? Et puis en fait, en tout état de cause, du pourquoi, du comment, de se dire, bah oui, ok, non, pas ok. Et ça, je le rappelle aussi, pendant la grossesse, il n'y a absolument rien qui est obligatoire. Il y a des prises de sang qu'on va proposer systématiquement. Et en fait, finalement, on nous dit pas, nous, en tant que patient, ah bah vous avez le droit de dire non. Non, on fait des 3 échographies parce que c'est comme ça que ça marche. Et en même temps, l'échographie est un moment de dingue parce qu'on voit notre bébé, en fait. Mais on pourrait très bien dire non à ces échographies, on pourrait très bien dire non au dépistage de la toxoplasmose et de se dire bah, tous les mois non, je fais attention, mais j'ai pas de facteur de risque, donc pourquoi j'irai vérifier tous les mois, hein. J'ai des patientes qui ont peur du sang, donc ça c'est important pour moi de leur Ouais, dire. ouais, c'est vrai. Et qu'on aurait aussi le droit de dire non à un déclenchement, qu'on a le droit de dire non en fait à tout, sauf dans Mm, des cas d'extrême urgence. bien Je évidemment. crois que l'information c'est le pouvoir en fait, la connaissance c'est le pouvoir. Du coup, il y a des femmes qui ont besoin d'être ultra préparées. D'autres qui n'ont pas forcément besoin d'être préparés. Mais je crois que dans tous les cas, il faut donner la connaissance de bah ça, vous avez le droit de dire non en fait, si vous ne le sentez pas. Et si ça n'a pas de sens pour vous, eh ben attendez, demandez un autre avis, ou vous ne le faites pas tout simplement. Et ça, Mm, c'est ce qui manque encore en France. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut, en tant que future maman, aller chercher ces informations-là auprès d'autres professionnels pour se faire accompagner d'une autre manière. oui, c'est ça. Alors, pour le coup, on va parler maintenant de la période que tu traverses en ce moment. On l'a dit en début d'épisode. Comment tu traverses ton postpartum? Et aussi, dans le même temps, je te demanderai comment aujourd'hui tu vis ce qui s'est passé au moment de ta naissance. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé et voilà, c'est digéré au sens propre du terme? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail, tu sens? Alors déjà, ce postpartum-là, du coup, moi j'ai accouché fin juillet, donc il faisait super chaud, c'était les vacances, c'était un temps un peu particulier en fait parce que ma famille n'était pas forcément là. Ils étaient en vacances, donc ils ont mis un petit peu de temps avant de revenir aussi. Donc à la fois de la solitude et à la fois c'était aussi une bulle d'oxygène dont j'avais besoin d'être vraiment très très entourée juste par mon conjoint et moi. Et mon conjoint en fait, il n'avait pas forcément la possibilité de prendre un congé paternité. D'accord. Bien sûr que cet enfant, il est arrivé au moment où il devait arriver aussi. Parce que mon Ouais. conjoint, il était en vacances à ce moment-là. Donc en Ah fait, on oui. a presque un mois, tous les trois. À pas forcément sortir parce qu'il faisait super chaud et en fait, c'était OK. Et qu'est-ce qu'on était bien. Et vraiment, ce temps d'apprentissage, cette découverte à trois, j'ai l'impression que c'était fluide. Moi, j'ai l'impression que j'avais pas forcément beaucoup de peur. On avait un bébé qui avait ses grands yeux comme ça, toujours ouverts et émerveillés. Et je le vois ça, mais vraiment, je sais que c'est pas le discours de tout le monde et je me sens très chanceuse pour ça. Mais je vois ça comme une lune de miel en fait. On a vraiment eu un temps où on a pu prendre soin les uns des autres tous les trois, avec mon conjoint qui lui n'y connaissait absolument rien au bébé en plus. Mm, ouais. Alors que moi j'avais un peu plus de bouteilles peut-être avec mon métier. Et c'est pas pareil hein, quand c'est les siens et que c'est pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et ça a été dingue. Et en fait, je suis toujours pas redescendue de mon nuage. Ouais, ça se voit. C'est beau. La seule chose qui m'a fait descendre de mon nuage, et je pense que j'étais pas assez prête, c'était mais qu'est-ce qui chope des maladies en collectivité et après il les refile aux parents. Donc j'ai Oui. l'impression d'être enrhumée là depuis le début de la crise. Mais c'est vrai que je l'ai hyper bien vécu. J'ai l'impression, c'est peut-être une tendance, et j'en sais rien, que quand on vit pas forcément très bien sa grossesse ou son accouchement, des fois, eh bien, les suites sont plus simples. Quand je parle pas d'accouchement traumatique, hein, j'entends bien sûr. Mais ouais, j'ai eu énormément de chance de vivre les choses avec énormément de douceur, d'être entourée par mon conjoint, d'être ensuite bien entourée par nos familles qui sont à proximité. Et waouh, c'est une rencontre. Ça m'a complètement bouleversée, cette rencontre avec ma fille. Tu l'allaites pour le coup ou pas? Parce que tout à l'heure tu l'avais évoqué, je ne sais pas si c'est ça. Ouais, D'accord. c'était bizarre. Je suis une sage-femme qui ne l'avait pas souhaité allaiter. Mais oui, c'est pour ça, c'est ce que tu disais, oui. J'étais une sage-femme en maison de naissance qui, même si j'ai pas accouché en maison de naissance, qui voulait pas allaiter. Donc Oui. vraiment dans les groupes de prep, on me regardait un petit peu. Ah bon? Ah ok. Ils étaient un petit peu surpris les personnes. Tout simplement, je savais que ça allait être pour moi un sujet anxiogène, cette alimentation. Et je vous ai dit, hein, je suis sophrologue pas par hasard parce que j'ai aussi un caractère anxieux.
Et voilà, dans tous les médicaments que je prenais aussi au quotidien, qui n'étaient pas forcément compatibles avec l'allaitement, j'avais pris cette décision-là de me dire, bah, en fait, je ne compte pas allaiter. C'est ce qui a aussi facilité plus l'implication de mon partenaire, même si les partenaires, ils peuvent s'impliquer de plein de manières. Mais voilà, donc c'est aussi un postpartum qui a été marqué par une reprise très, très précoce du boulot. Moi, j'ai repris à la rentrée, donc j'ai repris 5 semaines après avoir accouché. De manière très douce, parce que tout simplement, j'en avais besoin moi aussi, parce que je m'épanouis énormément dans mon métier, parce que j'avais beaucoup de patients qui m'attendaient aussi, et parce que bah, mon conjoint, lui, bossait pas forcément tous les jours de la semaine, donc en fait, on se répartissait tout simplement. Lui, il bossait, moi, j'avais la petite, et puis le contraire. Et c'était très bien, donc une reprise quand même en douceur, même si elle était précoce, mais c'était voulu. Alors c'était voulu, mais aussi parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, les congés maternité, il y a une réalité aussi économique derrière. Et puis j'ai repris à temps plein, peut-être 2 mois après qu'elle soit, 2 mois et demi après qu'elle soit née, avec 2 jours de crèche, justement, en micro-crèche, la collectivité et les maladies qui traînent, C'est ça. etc. Quelque chose de très doux. Ouais. Ouais, Et je m'y toi, attendais. comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Moi, je me sens hyper épanouie dans ce rôle de maman. J'avais peur parce que je m'étais préparée. J'avais d'ailleurs préparé mon conjoint à la guerre. C'est mon mode de fonctionnement. C'est, je me prépare plutôt au pire et je me dis, ok, super, cool, c'est pas si compliqué que ça en fait finalement. Parce que voilà, il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que bah, finalement, ça s'est plutôt bien, bien passé. Donc très reconnaissante, très, très chanceuse, très en forme. Alors que j'étais pas du tout en forme pendant ma grossesse, j'ai eu une sorte de second souffle et j'ai fait waouh, ok, je redécouvre ce que c'est que d'avoir de l'énergie. C'est vrai que nous, on a tout de suite pu bien dormir, etc. Donc très bien. Et dans l'accompagnement de mes patientes, il y a quand même des choses qui ont changé Ouais. parce que je pense pas qu'il faille passer par la maternité pour être une bonne sage-femme, par exemple. C'est vrai. Je crois quand même qu'il y a des choses qui nous apportent des éléments de compréhension quand on est passé par là. Mmh. Et même si j'ai jamais minimisé la douleur ou l'inconfort de certaines choses, ben pour les vivre en fait soi-même, waouh, c'est pas pareil. Mmh. Et je crois que je suis d'autant plus fière de ce que je fais auprès des femmes et de les accompagner parce que j'ai vu que moi, dans les vivants, ces choses-là, Mmh. bah, c'était compliqué en fait. Bien sûr, ça donne du Elles ont d'autant sens. plus besoin d'avoir certains outils parce que les soignants les amènent peut-être pas forcément d'eux-mêmes, pas toujours en tout cas, autour de la naissance et du postpartum. C'est vrai. Alors, quel est le message de fin, Camille, que tu souhaiterais faire passer? Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si tu devrais en sélectionner un pour terminer cet épisode, sur n'importe quel sujet en tout cas, qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu leur dirais aux mamans qui nous écoutent? Bah, je dirais que dans un monde idéal, en fait, elles devraient pouvoir se reposer et se laisser aller et se laisser guider en fait par ce monde merveilleux d'avoir un enfant. C'est pas toujours merveilleux, d'accord, mais en tout cas qu'on nous voit comme merveilleux et qui peut véritablement l'être. Ça serait dans un monde idéal en fait où on n'aurait pas besoin d'aller chercher ces informations-là par nous-mêmes et de chercher d'autres accompagnements. Ce monde, il n'est pas idéal, hélas. Donc j'ai envie de dire aux femmes, en fait, il faut qu'elles aient confiance en elles, il faut qu'elles s'écoutent, il faut qu'elles soient attentives à leurs besoins, qu'elles sachent les identifier. Et en fait, je crois que, waouh, les femmes, je suis très féministe des fois sur les bords, mais les femmes, force en nous et on a une puissance pour aller au-delà des choses, même quand les choses ne se sont pas forcément passées comme on en a envie. Je trouve ça merveilleux. Donc je crois qu'il faut se reconnecter à cette force-là, il faut en avoir confiance et il faut simplement être fier de nous, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça transpire de toute façon tout au long de l'épisode et à travers aussi ta propre expérience. C'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et Camille, tu es extrêmement lumineuse, vraiment. J'adorerais aussi être une de tes patientes parce que je pense vraiment, en tout cas, que ton accompagnement est extrêmement solaire, bienveillant et c'est pas anodin. Ce parcours de sage-femme avant la sophrologie, c'est incroyable, il n'y a pas de hasard. Et en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as déposé aujourd'hui parce que ta parole, elle est vraiment essentielle et aussi ton regard à travers ta formation de sage-femme. Vraiment, merci beaucoup d'avoir déposé tout ça aujourd'hui à mon micro et je te souhaite vraiment le meilleur à venir et de rester, de conserver cette lumière que tu as parce que vraiment, c'est beau à voir. Merci Camille. Bah, merci de m'avoir autorisé à échanger et à livrer aussi ce message. Merci beaucoup. Merci Camille, à bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast
pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.